Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler foot, guerre, coupe du monde de foot et combat aérien entre avions très vieux, parce que bon, on les a achetés d'occasion, faut pas exagérer quand même. Le sport, et en particulier le football, a pris une place importante dans la diplomatie mondiale et plusieurs États comme le Qatar, la Russie, la Chine ou les États-Unis, ou même la France, comptent sur le sport pour se donner une belle image à l'international. Paris 2024, ça s'appelle du soft power. Cette situation n'est pas récente, comme le montre l'instrumentalisation des Jeux Olympiques par l'Allemagne nazie à Berlin en 1936, ou la lutte pour la conquête des médailles olympiques entre les deux blocs pendant la guerre froide. Le sport est aussi un vecteur fort pour le sentiment patriotique, dans certains pays par l'entretien de rivalités régionales et qui, dans le cas présent, a fini par déboucher sur un bref mais violent conflit armé entre le Salvador et le Honduras en juillet 1969, suite à la série de rencontres entre les deux nations voisines lors des éliminatoires du mondial 1970 au Mexique. Crampons aux pieds et armes au poing, aujourd'hui on parle de la guerre du foot, ici c'est Baptiste et il est temps de parler histoire. Avant d'aborder ce conflit, ses causes qui ne sont pas que footballistiques et son déroulement, il est nécessaire de faire un peu de géographie et d'histoire sur les deux belligérants. Allons en Amérique centrale, le Honduras et le Salvador sont deux États voisins et historiquement leur sort a longtemps été commun. Remontons le temps en 1502. Un certain Christophe Colomb longe l'Amérique centrale lors de son 4e voyage. C'est le début de la colonisation espagnole dans le coin. Et oui, Christophe a fait 4 voyages vers les Amériques. Les conquistadors de Cortés soumettent entre 1520 et 1530 les différents peuples locaux, comme les Pipils au Salvador, ou encore ces deux peuples-là au Honduras. Le territoire des deux futures nations est alors intégré à la Nouvelle-Espagne en 1535. Originalité du nom, ouais. Et la France, elle a pas fait la Nouvelle-France ? Donc le territoire des deux futurs États rejoint la Nouvelle-Espagne en 1535, puis le royaume du Guatemala en 1542, qui fait toujours partie de la Nouvelle-Espagne. Oui, parce que la Nouvelle-Espagne est tout simplement gigantesque, et donc on crée des sortes de sous-royaumes, comme le royaume du Guatemala. Quelques siècles plus tard, nous sommes en 1821, le Honduras et le Salvador se soulèvent et s'émancipent de la couronne espagnole. Ils intègrent l'Empire du Mexique, qui est en train de se créer suite à la guerre d'indépendance du Mexique, qui s'est achevée la même année. Oui, c'est un peu le bazar dans le continent à cette époque. Et vous voulez une preuve? Après la fin de la guerre d'indépendance mexicaine, on a une période de transition qui dure 8 mois, à la suite de quoi l'Empire mexicain est créé en mai 1822, dans lequel on trouve aussi le Honduras et le Salvador qui nous intéressent. L'Empire s'achève 6 mois plus tard, en mars 1823. À ce moment-là, les États d'Amérique centrale, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua et Costa Rica, de nouveau indépendants, décident de s'unir au sein de ce qu'on a appelé la République fédérale d'Amérique centrale. Mais les volontés d'indépendance et les différentes guerres civiles aboutissent à l'implosion de cet État quelques années plus tard. En 1838, le Nicaragua suivi du Honduras et du Costa Rica déclarent leur indépendance. L'année suivante, l'indépendance du Guatemala entraîne la dissolution de fait de la fédération et la création du Salvador. Honduras comme Salvador connaissent alors une longue période d'instabilité politique et de guerre civile quasi permanente tout le long du 19e siècle et du début du 20e siècle. Et en même temps, des entreprises étrangères, principalement américaines, s'installent afin d'exploiter les ressources de ces pays qui ne le sont pas vraiment à l'époque. Le problème, c'est que ces entreprises prennent tellement d'importance qu'elles imposent une monoculture de la banane et imposent ainsi leur volonté aux gouvernements locaux. On a l'exemple de la United Fruit. On a l'exemple de la United Fruit au Honduras et au Guatemala et qui avait le monopole sur toute la production et le transport de ces fruits exotiques. Sa mainmise sur le pays fera naître l'expression bien connue de république bananière. Le Salvador connaît un sort équivalent avec la culture du café importée dans les années 1870. On parle ici de république caféière. Les deux États, donc Salvador et Honduras, sont alors à cette époque aux mains d'une oligarchie de grands propriétaires défendant leurs privilèges et ceux des compagnies qui les emploient, au détriment d'une redistribution des terres réclamées par les peuples maintenus dans la pauvreté. Et nous arrivons en 1929. La bourse de New York s'effondre, ce qui va déstabiliser le monde entier. Ça, vous en avez normalement déjà entendu parler en classe de 4e. D'ailleurs, j'ai une autre chaîne avec des cours d'histoire dessus. Abonnez-vous. Donc cette crise déstabilise le monde entier et les deux pays qui nous intéressent aujourd'hui. États qui sont sous la gouvernance de régimes militaires pro-américains, marqués par un nationalisme exacerbé, qui ne seront pas sans conséquences sur la crise de 1969, dont on va parler dans cette vidéo.
S'ils ont un destin commun, le Honduras et le Salvador ont de fortes disparités démographiques et territoriales. Ainsi, le Honduras a une superficie 5 fois et demi plus grande que le Salvador, 112 000 km² contre 23 000 km², la surpopulation et la très inégale répartition des terres, 60% des terres sont détenues par 2% de la population, ce qui pousse les Salvadoriens à quitter leur pays en masse vers le Honduras. C'est plus de 300 000 migrants qui partent au point de représenter 10% de la population du Honduras en 1969. Au cours des années 1960, les tensions entre les deux communautés au Honduras s'accroissent et empirent avec le coup d'état du général Osvaldo López Arellano en octobre 1963, qui prend le pouvoir par la force. Oui, c'est le but d'un coup d'état. Il faut savoir que ce monsieur était soutenu par la United Fruit. Alors forcément, son but est de contrer les réformes agraires promises par le président précédent, Ramón Villeda Morales, qui voulait redistribuer les terres au peuple et faire cesser les monopoles. Et oui, ça serait pas très bon pour la United Fruit de perdre son monopole, et en bon dictateur, il suspend les libertés constitutionnelles, supprime le Parlement et ferme les journaux d'opposition. Ça, c'est fait. Et pour maintenir son pouvoir, largement soutenu par United Fruit, Arellano va mener une politique patriotique et xénophobe envers les migrants salvadoriens, accusés de coloniser économiquement le Honduras. Ah, la bonne vieille méthode, trouver un ennemi commun pour faire oublier d'autres débats plus importants. C'est la crise? C'est pas à cause du dictateur, c'est à cause des migrants qui volent vos emplois. Tiens, je me demande quand est-ce qu'on va nous ressortir le thème du voile dans les médias. La presse va ainsi propager un fort ressentiment envers les Salvadoriens, qui sont de plus en plus victimes de mauvais traitements par les grands propriétaires et de violences par les Honduriens. La situation s'aggrave pour les migrants salvadoriens suite à une réforme agraire en 1968 dirigée contre eux. En gros, l'État veut redistribuer les terres, mais ça ne concerne que les Honduriens de naissance. Pas cool. Les gouvernements et les médias des deux pays attisent la haine envers le voisin. En parallèle, depuis 1961, les deux armées multiplient les incidents frontaliers, ce qui contribue à la montée des tensions. C'est dans ce climat d'extrême tension géopolitique qu'ont lieu les matchs pour les éliminatoires de la zone CONCACAF, la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes, pour le Mondial 1970 au Mexique. 12 pays s'affrontent pour une unique place au tournoi. Ils sont d'abord répartis en 4 poules de 3 nations. Les 4 premiers s'affrontent lors de demi-finales puis de finales, en match aller-retour avec un match d'appui en cas d'égalité. Le Honduras et le Salvador sortent en tête de leurs groupes respectifs et, hasard du tirage, se retrouvent face à face pour les demi-finales, pour des rencontres qui s'avèrent assez houleuses. Il est prévu que le match aller se déroule à la capitale du Honduras, le 8 juin 1969. La veille, les joueurs du Salvador rejoignent le Honduras et vivent un enfer en étant sans cesse insultés par les supporters adverses. Supporters qui prennent d'assaut les abords de l'hôtel des Salvadoriens et les empêchent de dormir en lançant des cailloux sur les vitres, jouant du tambour, en klaxonnant et en lançant des pétards et des feux d'artifice, en plus des insultes et des menaces. L'action de la foule fait son effet et les joueurs salvadoriens ne parviennent pas à trouver le sommeil. Tant et si bien qu'ils sont exténués le lendemain pour le match. Malgré tout, les Salvadoriens résistent. 0-0 à la mi-temps. Toujours 0-0 alors que les dernières minutes arrivent. Et là on arrive à la dernière minute de jeu, la défense salvadorienne est épuisée et elle craque 1-0. Le match se termine quelques secondes plus tard. La défaite et les conditions du match sont, vous vous en doutez, très mal vécues par les Salvadoriens et leurs supporters. À tel point qu'une jeune supportrice salvadorienne, Amelia Bolaños, présente au Honduras, fait un geste désespéré en se tirant une balle en plein cœur. Un journal du Honduras, El Nacional, ose titrer « La jeune femme n'a pu supporter l'humiliation qu'avait subie sa patrie ». Ah oui, ça va loin. Son corps est rapatrié et ses obsèques sont nationales en présence du président du Salvador et de son gouvernement qui instrumentalise le drame, forcément, ça attise les tensions, et en présence aussi de l'équipe nationale revenue en avion spécial. Vient le temps du match retour. Et oui, au Salvador, qui est prévu le 15 juin 1969. Il est placé sous haute surveillance par les autorités, mais les supporters salvadoriens sont chauds patates, ils sont prêts à accueillir l'équipe du Honduras. L'hôtel des joueurs est carrément incendié, sans faire de victimes heureusement. L'équipe est relogée dans un autre hôtel, mais empêchée de dormir par les fans salvadoriens, ça il fallait s'en douter. Le lendemain, les joueurs épuisés sont conduits au stade dans des véhicules blindés sous escorte policière. Le match commence, mais les tensions sont très fortes. Les joueurs sont hués, insultés, ici et là des drapeaux du Honduras sont brûlés par les fans salvadoriens. Les joueurs honduriens accusent le coup, mais perdent nettement par 3-0. Ils parviennent à regagner leur pays sans encombre, à l'inverse de leurs supporters qui sont agressés et molestés pendant et après le match, au point de causer la mort de 2 d'entre eux. Aussitôt au Honduras, la population s'en prend aux migrants salvadoriens, provoquant de nombreux morts et blessés. Le gouvernement, lui, ne fait rien pour établir l'ordre, et laisse carrément les exactions se poursuivre pendant 2 jours, et se contente de fermer la frontière. Mais chaque équipe ayant gagné un match d'appui sur terre neutre est nécessaire.
Il est programmé le 26 juin à Mexico. La tension, vous vous en doutez, n'est pas vraiment retombée, entretenue par les médias, faisant appel à la fierté nationale, la vie économique est à l'arrêt. L'enjeu dépasse largement le cadre sportif. Le 24 juin, le Salvador dénonce les exactions envers ses ressortissants auprès de l'Organisation des États américains. Arrive la date du 26 juin, jour du match d'appui joué au stade Azteca de Mexico, en présence des supporters des deux pays, qui sont, vous vous en doutez, prêts à la bagarre. Le match est difficile et aucun pays ne domine. À la fin du temps réglementaire, le score est de 2-2. Et durant les prolongations, c'est finalement le Salvador qui marque, s'imposant 3-2 sur le Honduras. Immédiatement après le match, des débordements de violence entre supporters ont lieu qui font de nouveau des morts et des blessés. Le Honduras accuse officiellement son adversaire de tricherie et dénonce les décisions de l'arbitre. Les incidents à la frontière se multiplient. Le 4 juillet, le vice-consul du Salvador à Tela, une ville du Honduras, est assassiné et les relations sont désormais rompues entre les deux États. On se prépare maintenant pour faire la guerre. Le président salvadorien Fidel Sánchez Hernández, sous la pression du peuple et de l'armée, déclenche la guerre le 14 juillet 1969. Le même jour, un avion salvadorien largue une bombe sur toujours la capitale du Honduras, et l'armée salvadorienne forte de 8000 hommes lance une offensive depuis la frontière et pénètre de 8 km en territoire hondurien. L'armée hondurienne, inférieure en nombre, environ 2500 hommes, et en matériel, cède du terrain, mais fait la différence par son aviation supérieure. 23 avions Vought F-4U Corsair pour le Honduras contre 11 avions P-51 Mustang pour le Salvador. Oui, on n'est pas vraiment dans la démesure ici, hein. De plus, il faut savoir que ces avions ont été utilisés déjà durant la Seconde Guerre mondiale, ils ont été rachetés d'occasion à d'autres pays comme le Canada ou les États-Unis, et commencent à dater un peu. Par exemple, le P-51 et le Corsair d'ailleurs ont tous les deux été mis en service en 1942, soit 27 ans auparavant. D'ailleurs, pour l'anecdote, ces avions sont tellement anciens que ce conflit, ce sera le dernier combat aérien entre avions à moteur à piston de l'histoire. Depuis, les combats aériens ont toujours opposé des jets entre eux. Fin de la parenthèse. Le 15 juillet, donc le lendemain du début de la guerre, l'aviation hondurienne parvient à stopper l'offensive et réplique le 17 juillet en bombardant des raffineries au Salvador. Le conflit s'essouffle rapidement et finalement le 19 juillet, 100 heures après le début des combats, sous la pression de l'Organisation des États américains, un cessez-le-feu est imposé aux belligérants. Ce fut rapide, c'est pourquoi on parle de ce conflit comme étant la guerre des 100 heures. Si la guerre fut brève dans le temps, elle fut malheureusement meurtrière pour les deux camps. On dénombre entre 3 à 6 000 tués, 15 000 blessés et 100 000 Salvadoriens chassés du Honduras. Le 3 août 1969, l'armée salvadorienne finit par rendre les territoires conquis et le traité de paix ne sera signé qu'en 1980. Quant à l'équipe de football du Salvador, elle se qualifie pour le mondial au Mexique en battant Haïti en finale des qualifications. Lors de la Coupe du Monde en juin 1970, le Salvador est éliminé au premier tour avec 3 défaites face à la Belgique, le Mexique et l'URSS. Au final, le football ne fut que le catalyseur de la haine et des tensions entretenues entre ces deux régimes nationalistes qui ont instrumentalisé les tensions pour maintenir leur pouvoir en place, ce qui ne pouvait déboucher que sur un conflit qui conforte leur pouvoir. L'expression « guerre du foot » revient à un grand reporter polonais qui fut le seul journaliste étranger présent sur place lors du déclenchement du conflit. La reprise du nom par les médias de l'époque et le succès de la publication de ses souvenirs de reporter sous ce titre assurera à l'expression sa postérité. Dernier clin d'œil de l'histoire, le 26 juin 2019, 50 ans après le match de Mexico, le Salvador et le Honduras s'affrontent sur un terrain de football dans le cadre des phases de groupe de la Gold Cup, la compétition continentale de la CONCACAF à Los Angeles. Nous sommes dans le dernier match de la poule et le Honduras est déjà éliminé avec 0 points, tandis que le Salvador peut encore espérer une qualification, étant deuxième de son groupe avec 4 points. Dans un climat apaisé, le Honduras bat 4-0 le Salvador, qui est alors, comme son adversaire, éliminé de la compétition. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la partager, c'est le meilleur moyen de faire progresser la chaîne. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, m'aider de manière directe, financièrement sur Tipeee ou Utip. N'oubliez pas de montrer votre amour de l'histoire dans les commentaires et surtout de lâcher le pouce en l'air qui va bien. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour bénéficier de cette offre bien sympathique. Un grand merci à tous les tipeurs et les fire tipeurs. Si cette émission en est arrivée jusque-là, c'est grâce à vous, donc rejoignez-les. Un dernier merci à Justin Lecarpentier, docteur en histoire contemporaine, qui m'a beaucoup aidé dans la réalisation de cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir les livres qu'il a pu écrire, les liens sont en description. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous faites partie des fidèles parmi les fidèles, et écrivez dans les commentaires « Moi de toute façon, je préfère le badminton ». J'espère vous revoir très vite, histoire de parler histoire. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Ici, on parle d'histoire avec un grand Y.